Alors bonjour Emmanuel Bachelry, merci d'avoir Bonjour. accepté mon invitation à cet épisode de rencontre. Donc vous habitez Paris, vous êtes un communicant par nature. Jusqu'en 2018, vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité dans le monde de la communication. Vous avez été directeur général adjoint du groupe Ligaris, directeur du pôle corporate de Thomas Marco. Et ce que vous avez souhaité souvent mettre en avant, c'était la construction de liens, de territoires narratifs, de think tank, que ce soit avec des collectivités ou avec des dirigeants. Et ce qui m'a amené à faire un lien avec la thématique de la rencontre, c'était que souvent vous étiez dans la rencontre d'idées. D'ailleurs, on va dire, rencontrés sur Facebook, ce que vous utilisez, comme vous me l'avez dit, comme un blog, en tout cas un espace de rencontre d'idées, comme une agora. Et je voulais avoir votre ressenti sur la façon dont au quotidien vous venez partager peut-être des nouvelles personnes et que vous essayez d'être un vecteur d'idées sur Facebook. Oui, alors c'est sûr que je suis pas le. D'abord, bonjour. Je suis pas du tout. Enfin, j'ai pas le sentiment d'être le modèle le plus coutumier ou le plus commun des utilisateurs de Facebook ou même de Twitter. Ou d'abord Twitter, je suis plutôt un spectateur qu'un acteur. Euh, ou même sur Instagram où j'ai un fil qui est un fil où je ne Mhm. partage jamais ni mes doigts de pied, ni mon parasol, ni mon ketchup, ni mon plat de pâtes, ni mes enfants en couche, ni mes enfants sur la. Enfin bref, c'est sûr que, en tout cas pour le fil Facebook dont vous parlez, je suis pas un utilisateur coutumier. Enfin en tout cas coutumier si, mais pas commun. Qu'est-ce qui vous Euh, intéresse? parce Ouais, enfin, je considère que c'est les agoras à Athènes il y a plus de 2000 ans, elles ont un écho aujourd'hui et cet écho est notamment, c'est pas le seul, hein, c'est le seul, c'est pas le seul avatar des agoras d'il y a 2000 ans ou 3000 ans à Athènes, c'est Facebook, hein, c'est pas le seul endroit, mais c'est un des endroits où je trouve il est assez sous couvert de faire respecter certaines règles. Et on est plutôt à l'époque où il faut parler de ces règles parce que le Mhm. propriétaire de Facebook n'est pas éditeur. Il n'est que plateforme où les gens peuvent écrire à peu près ce qu'ils veulent. Et c'est d'ailleurs pas sans poser quelques questions. Euh, donc moi, je fais extrêmement attention au fait que les échanges puissent être absolument divergents entre les gens. Ça, c'est le droit de chacun de Mhm. penser à peu près ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Et bien au contraire, c'est de cette confrontation des idées que naît une idée nouvelle ou une réflexion approfondie. Donc Mhm. ça, il n'y a aucun problème pour que ce soit discordant. Bien au contraire. En Mhm. revanche, il y a une limite qui est la limite de l'insulte ou de la mauvaise foi ou du Mhm. conspirationnisme. Ça, c'est immédiatement dehors. Et donc, et à chaque fois que j'ai des gens nouveaux qui me rejoignent parce que je suis toujours à 5000 et donc il y en a toujours il y en a toujours 3-4 Mhm. qui s'en vont et donc j'en fais rentrer 3 ou 4 nouveaux. Enfin, Mhm. je suis toujours entre 4985 et 5000. Et sur tous les nouveaux venus, c'est toujours pareil. Je dis toujours la même chose. Si vous êtes, tout le monde est le bienvenu. Plus les idées des uns et des autres sont différentes et mieux c'est. Mais il faut respecter une chose, c'est qu'on ne s'insulte pas, on ne s'invective pas et on ne colporte pas des informations qui sont des informations évidemment Mhm. conspirationnistes ou en tout cas totalement erronées. Voilà. Donc, mais sinon, chacun dit à peu près ce qu'il veut et c'est ça qui m'intéressait sur ce média social parce que j'y suis quand même depuis 2007, ça fait quand même Oui, donc 14 vous y ans. partagez de la politique, de la littérature, vos passions. Donc cette confrontation et vous essayez de faire émerger un petit peu des idées sur différents sujets qui vous passionnent. Donc vous aimez être un vecteur de provoquer cet échange. Est-ce que ça vous a parfois fait reformuler des idées? Est-ce que ça vous a apporté des idées nouvelles? Ce qui est assez intéressant, c'est sur des sujets notamment politiques ou notamment environnementaux, les deux étant assez liés d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai changé, mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses. D'accord. Énormément de choses. Et j'ai eu accès à des études, à des papiers de la presse étrangère ou à des points de vue Mhm. d'experts sur Mhm. lesquels je ne serais évidemment jamais tombé.
si ça n'avait pas été fléché par tel ou tel internaute qui est dans cette communauté de cette agora qu'on appelle Facebook. C'est une certitude. Je veux dire, c'est l'effet démultiplicateur, le Facebook. C'est ça qui est vachement bien. C'est que à partir du moment où vous lancez un sujet, prenons un exemple sur l'environnement, sur le dérèglement climatique. Vous voyez, pour répondre à votre question, parenthèse, je ne dis jamais réchauffement climatique. Alors qu'il y a encore quelques années, je pouvais, comme tout le monde, parler de réchauffement climatique. En l'occurrence, le problème, il n'est pas que le climat se réchauffe, le problème est que le climat se dérègle. Et que une des parties du dérèglement, c'est le réchauffement. Mais ça n'est pas la seule conséquence du dérèglement climatique. D'accord, donc ça ne peut pas se résumer à ça. Exactement. Et donc ça, par exemple, cette notion de dérèglement versus réchauffement, je ne dis pas que c'est Facebook qui me l'a apporté. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai appris au gré de la documentation et des éléments et des échanges parce que quelqu'un sur Facebook, il donne pas que son point de vue. Il peut pointer sur le lien vers une étude, il peut pointer sur le lien vers un papier, il peut pointer sur le lien vers un avis d'expert. Et de fait, comme on peut se retrouver très vite à 20, 30, 40 à échanger, et ben de fait, 40 personnes vont chercher beaucoup plus vite des informations intéressantes que si on cherche tout. Alors justement, dans la préparation de l'émission, du coup, vous m'expliquez que quand vous acceptez les profils, vous essayez d'avoir une grande diversité de profils pour avoir justement maintenir une qualité d'échange qui peuvent être justement contradictoires, mais où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et d'une discussion, se confronter, mais pour permettre à chacun de progresser éventuellement dans l'absolu positif, de progresser sur un sujet. Oui, c'est-à-dire que quand on constitue une communauté, parce que c'est le mot un peu à la mode, il y a deux choix. Où on reste entre soi, et j'ai toujours été assez circonspect sur ce fameux entre-soi. Parce qu'en gros, si je passe ma vie avec des gens qui pensent comme moi, à un moment donné, je vais considérer que ce que je pense et ce que nous pensons est la vérité universelle et la vérité absolue. Bon. En l'occurrence, déjà, la vérité absolue, on pourrait y passer 12 heures, mais je ne suis pas sûr qu'elle existe. Mais alors, de surcroît, dans les époques un peu complexes qu'on peut traverser, la vérité absolue, je souhaite bien du courage pour quelqu'un de la saisir. Donc, et donc, quand on constitue une communauté, on ne choisit que des gens qui vous ressemblent, qui ont donc le même parcours estudiantin, le même parcours social, le même capital social, le même capital culturel, le même capital économique, le même capital géographique, la même nationalité, la même culture. Et dans ce cas-là, on aura des miroirs en permanence. Bon, alors ça peut satisfaire son ego, mais ça n'a qu'un intérêt assez relatif. Ou alors, dans les gens qu'on choisit, et c'est ce que je me suis, entre guillemets, appliqué à faire, on prend des profils qui ont des capitaux sociaux, capitaux culturels, localisations géographiques différentes. Et c'est la vraie agora. En tout cas, je sais pas. Et la recherche d'altérité, ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire aller à la rencontre de la différence de quelqu'un de différent de soi aussi. Exactement. C'est-à-dire que je suis plus intéressé par quelqu'un qui ne pense pas comme moi que comme quelqu'un qui pense comme moi. Ce qui ne veut pas dire que je penserai comme lui. Ça ne veut pas dire que je considérais que tout ce qu'il dit de différent de ce que je dis est supérieur ou inférieur. C'est la fameuse notion d'être juste. C'est de se dire, je pourrais ne pas changer d'avis, il pourra ne pas changer d'avis, mais je serai plus riche en connaissant, il se sera passé quelque chose. En connaissant ce qu'il pense qu'en considérant de facto qu'il a tort. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et pour autant, je ne suis pas du tout né écologiste, moi. Je pense que je le deviens progressivement. Et ça, je ne le dois qu'aux gens qui m'ont mis sur une voie de bon, quand même, ça se dérègle quand même un peu. Peut-être qu'on crame trop de plastique. Peut-être que l'épuisement des ressources naturelles, c'est quand même pas terrible. Peut-être que la biodiversité qui se casse la figure dans des proportions vertigineuses, c'est peut-être pas terrible. Quelles sont les incidences du recul de la biodiversité sur la chaîne alimentaire? C'est peut-être pas terrible. Peut-être que la surpêche, c'est peut-être pas terrible. Peut-être que manger trop de viande, c'est peut-être pas terrible. Bon, tout ça, il y a 10 ans, j'étais aux fraises complet. Bon, cette agora, si on l'appelle comme ça, progressivement m'a alimenté
par le biais de discussions, de découvertes de telle ou telle production ou tel ou tel contenu. Et voilà, et puis progressivement, j'ai changé sur ce sujet-là. Donc, vous me demandez si j'avais changé Mhm. sur ce sujet-là, c'est assez certain. Ce qui ne veut Mhm. pas dire que je suis un ayatollah vert. Hein. Je ne suis pas devenu ça, je ne Oui, crois oui, pas. non, bien Mais sûr. Mais vous avez une sensibilité qui s'est développée. en tout cas, il y a une conscience accrue aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Hein. Mhm. Alors ensuite, j'aurais souhaité parler avec vous d'une période importante de votre vie. En 2018, changement de cap. Donc vous étiez un passionné de voile. Et ce qui s'est produit en 2018, vous allez nous le raconter, c'est que au-delà de votre passion pour la voile, un client que vous aviez vous a permis d'avoir une opportunité et de changer Oui, de oui, vie. alors ça arrive assez, enfin ça arrive assez souvent d'ailleurs quand on quand on est en agence et la sienne ou celle d'autres, puisque j'ai eu les deux, donc je peux parler Mhm, des que cas de figure. Là, il se trouve que j'avais vendu l'agence précédemment et que j'avais rejoint une autre agence après. Et il se trouve que mhm, un des clients dont je m'occupais, et pour le coup dont je m'occupais assez personnellement, euh, mhm, oui, m'a proposé de continuer à travailler pour eux, mais de manière beaucoup moins, comment dire, irrégulière, comme dans toute agence. Quand on a 10 ou 12 clients à gérer, forcément, on gère pas de manière continue chacun des clients. On les gère à un douzième du temps à chaque fois, enfin, à peu de choses près. mhm, Et donc, mhm. ils étaient intéressés par le fait que je m'occupe de ces grands multicoques de course que sont les ultimes à temps plein. D'accord. Euh, Donc aujourd'hui, vous êtes directeur général classe ultime. Alors, plus de la classe, mais de Brest Ultimate Selling. Donc Alors, en fait, racontez-nous. j'ai eu un double mandat pendant 3 ans qui était à la fois la délégation générale de la classe ultime, qui est un organisme qui promeut, défend et gère les intérêts de ces grands multicoques de course. Et concomitamment à Mhm, ce premier mandat-là, j'avais un deuxième mandat qui était celui de directeur général d'une entité qu'on a créée il y a 3 ans qui s'appelle Brest Ultimate Selling et qui là, pour le mhm, coup, peut à la fois gérer des projets de bateaux de course ou concevoir, produire et gérer des événements de course au large. Et depuis le mhm. 1er janvier 2021, donc depuis maintenant 2 mois et demi, je n'ai plus D'accord. que, entre guillemets, que ce seul mandat-là, puisque la co-gestion des deux mandats pendant 2 ans et demi avait été rendue nécessaire. Euh, C'était un peu beaucoup d'avoir les deux. Donc du coup, j'ai conservé le mandat de directeur général de Brest Ultimate Selling et j'ai arrêté la classe il y a 2 mois et demi maintenant. Donc D'accord. Donc cette rencontre avec ce client ouais. permet de faire de joindre votre première rencontre avec la voile, votre passion avec la voile et votre lien professionnel, votre J'ai eu métier. la chance parce que je sais que pour avoir des jeunes enfants encore ou ou des ou des grands adolescents pour être plus précis, parce qu'ils ont 15 et 17 ans mes garçons, j'ai eu la chance contrairement à certains de leur génération, où c'est plus difficile de se déterminer, de savoir ce qu'on veut faire, pas faire, dans quel environnement, sous quel statut. Enfin, c'est un peu plus Mhm, compliqué aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec qui on va le mhm, faire. C'est peut-être un peu plus complexe aujourd'hui que ça ne l'était il y a 25 ou 30 ans, mais moi j'ai eu la chance inouïe à 20 ans de tomber amoureux du métier alors j'aime pas trop le terme, mais j'allais dire de communicant, mais en tout cas de travailler ce secteur qu'on appelle la communication et qui permet d'être un vecteur d'être un vecteur et une espèce de passerelle entre les organisations, entre les mhm, gens et de créer ou de tisser du mhm, lien. Voilà. Et donc je suis tombé amoureux de ça assez vite et donc ça m'a jamais quitté. Donc je me suis dit tiens, je me suis pas trop mhm, bourré. Mais ça c'était une passion professionnelle. Et il se trouve que dans la vie mhm. personnelle, 5, 10, depuis que j'ai l'âge de 5, 8 ou 10 ans, je suis passionné de mer et de montagne. Et donc, D'accord. c'est vrai que quand cette opportunité est arrivée, bon, j'ai réfléchi 8 jours parce que je changeais quand même un peu de périmètre et je changeais de métier d'une Mhm, certaine manière, pas complètement, mais d'une certaine manière. Et donc j'ai pris 8 jours, mais très vite la réponse, elle s'est imposée. Le fait de pouvoir lier son activité professionnelle à une passion personnelle, bon, bah, mhm, c'est des cadeaux que la vie vous fait qu'il faut pas refuser. Voilà. Donc, donc c'est quand même enthousiasmant le matin de se lever, d'aller réveiller ses enfants, de les voir partir au lycée et de partir à son boulot en se disant j'ai même pas le sentiment d'aller travailler. mhm. C'est quand même Disons que c'est un luxe inouï, voilà. Parce que j'ai pas le c'est sentiment de travailler. oui, et le fait que ce soit basé sur une passion, sur ce qui était au départ une passion, c'est ce qui,
c'est ce qui est aussi porteur à un moment donné de force de changement. C'est-à-dire Alors, que c'est alors, parce que c'était une passion que ça vous a donné aussi la force de procéder à ce virage, je pense. alors, Il y avait un oui, aspect très pragmatique, je suppose aussi. On ne fait pas ces changements uniquement par passion, mais le fait que c'était une passion au départ était porteur, ou pas, dites-moi, de cette force qui a pu vous donner l'impulsion de alors, dire oui. c'est pas pour être contradictoire par rapport à ce que vous dites, mais j'aurais tendance à répondre à votre remarque ou question par oui et non. Alors, Alors, dites-moi. oui, parce que, encore une fois, le fait de travailler sans travailler tout en travaillant, c'est un luxe que je considère comme étant absolument inouï. Voilà. Mhm, C'est inouï parce que je sais que j'ai une chance, une immense chance de pouvoir faire ça, parce que je crois comprendre que dans des environnements plus ou moins proches, ça n'est pas tout le temps le cas et que les gens ne mhm, font pas forcément que ce qui leur plaît. Bon. Pour gagner leur vie. Donc, je considère être très chanceux de pouvoir allier à la fois une activité rémunérée et un plaisir personnel. Bon. mhm, Donc ça, c'est oui. Voilà. Là où c'est moins oui, et où c'est peut-être non, et c'est peut-être une précaution d'usage que chacun ou chacune devrait prendre si tant est qu'il soit confronté à ça, c'est que c'est peut-être plus difficile d'avoir la distance nécessaire et indispensable de temps en temps dans son activité professionnelle, qu'il est donc nécessaire d'avoir mhm. quand il s'agit de travailler sur une passion. Et j'ai pu l'expérimenter peut-être deux, trois fois depuis. Je pense que si ça avait été un secteur moins Différent. passionnel pour moi, euh, si j'avais eu une relation plus froide Mhm, avec mon métier ou le secteur sur lequel j'interviens tous les jours, peut-être que deux, trois décisions que j'ai prises depuis 3 ans auraient été différentes. mhm, Donc, il faut faire la part des choses entre, c'est évidemment un luxe inouï, un confort fabuleux et un plaisir non dissimulé de tous les jours de pouvoir travailler sur ces bateaux qui me font rêver, qui font rêver des milliers de gens et qui sont des œuvres d'art tellement c'est des joyaux technologiques et que je trouve très belle en plus. Donc c'est Loïc Perron, parenthèse, qui dit ça souvent, tout ce qui est esthétique est en général assez efficace. Et je crois qu'il a raison. Donc voilà, c'est un plaisir non dissimulé, un luxe inouï, un privilège. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, je considère ne pas avoir le droit de me plaindre, ne serait-ce qu'une demi-seconde, quand à tel ou tel moment, c'est plus rugueux ou plus compliqué qu'à d'autres, comme dans n'importe quel métier, tous les jours. Donc, Disons que le fait que ce soit donc une passion vous permet aussi de trouver une certaine énergie, ah oui, bah peut-être ça dans c'est les sûr. moments Oui, difficiles. C'est porteur aussi. oui, C'est ouais. porteur. Alors, quand j'ai préparé ce podcast, dans mon fil d'actualité, j'ai croisé un de vos posts sur une belle déclaration que vous faisiez à un professeur de français que vous avez connu au lycée en première. Et j'ai tout de suite du coup pensé que vous seriez sensible à la thématique de ce podcast. Alors, est-ce que vous pourrez nous raconter cette rencontre avec ce Oui, professeur? je vois à peu près à quoi vous faites référence. C'est une histoire toute simple, hein. On est en première, donc j'ai 15-16 ans, ou à peu près, ou 16 ans, oui, ouais, 16 ans. Euh, c'était une professeure très sévère, euh, qu'on craignait pas mal parce elle était très rude, très exigeante, très rugueuse, pas du tout dans l'empathie. Enfin, Mhm, c'était une femme assez revêche. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est les mhm. hasards de la vie magnifiques. On avait cours de 16 à 18, je me souviens. On finissait notre journée par 2 heures de français. Et est-ce que c'est la circonstance qui a créé le moment? Est-ce que c'est une question d'un élève? Qu'importe. Mhm, Le cours n'a pas duré 2 heures, mais 3 heures et demie. Et c'était un cours d'introduction aux lumières. mhm, Au départ, c'était l'idée la thématique du cours, c'était l'introduction aux lumières qui est au programme de première, enfin à l'époque en tout cas. Et elle est partie, elle a disserté pendant près de 3 heures et demie sur Descartes, sur Rousseau, sur Diderot, sur Voltaire, sur Montesquieu. Et ensuite, elle a même fait un pont, évidemment, sur Victor Hugo, qu'elle considérait comme étant être
le génie parmi les génies littéraires français. Et puis ensuite, elle a glissé jusqu'à Camus au XXe siècle. Enfin, donc, on a eu un vrai voyage, il n'y a pas d'autre mot, un vrai voyage au pays de la littérature pendant 3 heures et demie, à rebours complet des cours qu'elle faisait d'habitude. Donc, je ne sais Un pas moment quel de livre vous magie. avez tous piqué, à commencer par elle, mais voilà. Voilà, c'était un moment, j'utilise souvent ce mot pour qualifier des moments un peu à part, qui était un moment vraiment suspendu, en fait, qui était un moment entre deux eaux. Voilà. Et je me souviens qu'en sortant de ce cours, donc qui a duré 3 heures et demie et pas 2 heures, en sortant de ce cours, je savais que je passerais ma vie, parce que s'il y a bien une activité qu'on peut faire jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, c'est bien lire. On n'a besoin de rien, hein, à part un livre et du temps. Donc cette porte ouverte vers la littérature, voilà, c'est un voyage ininterrompu. Alors, quand vous avez 16 ans et que j'en ai maintenant 48, il y a des moments plus ou moins simples pour lire. Quand vous devenez jeune parent et que, je veux dire, nous, on a eu 2 enfants en l'espace de 2 ans et demi. Bon, c'est sûr, quand le deuxième arrive et que le premier a 2 ans et demi, vous avez moins de plages disponibles pour lire Proust, quoi. C'est plus compliqué. Bon. Ou relire Les Misérables de Victor Hugo, c'est plus compliqué quand vous avez 2 enfants en très bas âge. Donc voilà, il y a eu des moments plus ou moins consacrés ou investis sur la littérature, mais depuis ce jour-là, depuis cette porte ouverte, il n'y a pas, il y a pas 3 ou 4 jours, ou dans le pire des cas, une semaine, où un livre n'est pas tombé dans les mains. Pas une seule fois depuis l'âge de 16 ans. Alors qu'avant, moi, je suis un enfant de la télé, je suis né en 72, enfin, je veux dire, j'ai grandi avec cet outil qui a investi toutes les maisons de France et de Navarre. Donc, j'ai grandi avec la télévision en couleur, 3 chaînes, 4 chaînes, 5 chaînes, 6 chaînes. Enfin, j'ai grandi avec ça. Et donc, j'étais plutôt un enfant de cette télévision-là. Donc alors, je lisais ce qu'on me demandait de lire à l'école, et puis je lisais ce que mes grands-parents, voilà, ou ce que mes parents ou mes grands-parents m'imposaient de lire l'été, pendant les vacances, le week-end, 1 heure par jour. Enfin, voilà, mais c'était un exercice. Voilà, c'était un Et donc, la devoir. petite question que je voulais poser à chacun de mes invités, c'est si vous dîniez en tête-à-tête, si vous pouviez dîner en tête-à-tête avec la personne de votre choix, du passé, du présent, célèbre ou pas, personnage de fiction, tout est possible. Alors ça, c'est une question horrible, parce que j'aurais pu vous répondre Louis XIV, Napoléon, Richelieu, Mazarin, Émile Zola, Clémenceau, Kennedy, Obama, David Bowie, Mick Jagger, voilà. Mais s'il devait en rester qu'un, voilà, Il devait si je en devais rester qu'un. choisir une personne, parce que je n'ai le droit, voilà, si je ne devais choisir qu'une seule personne, je crois que ce serait Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Victor Hugo? Vous aimeriez échanger sur quoi? Alors, Vous auriez des questions particulières à lui poser? Alors, je sais pas si oui, alors pas qu'une d'ailleurs, mais c'est plus. J'aurais pas forcément de questions parce qu'il a quand même beaucoup écrit, et pour le coup, on a pas mal de réponses aux questions on aurait si on l'avait en face de nous. Et je veux dire, quand il écrit 93, quand il écrit Les Misérables, ou quand il écrit Le dernier jour d'un condamné, ce sont des œuvres tellement différentes les unes des autres que je serais surpris d'avoir une question à laquelle je n'aurais pas de réponse. Je parle de ces trois-là, mais il y a ces recueils de poèmes. Enfin, je dirais, c'est une telle profusion littéraire que je pense que n'importe quelle question trouvera réponse dans son œuvre. Bon. Mais donc, ce serait plutôt pour je m'assois et il parle et je dis rien pendant 2 heures et je l'écoute. Voilà. Donc ce serait plutôt ça. Non pas avec un air béat complètement bétifiant. Non, c'est juste parce que j'ai une profonde admiration pour ce qu'il est, quoi. Après, pourquoi? Alors ça, c'est la question peut-être pas plus intéressante, mais à laquelle, en tout cas, je peux répondre. Pour plein de raisons. La première, c'est que de notre patrimoine culturel et historique, je pense que c'est avec Albert Camus, en tout cas
dans la frange littéraire. Hein. Je ne parle pas de la frange Mhm. politique, sportive, sociale, économique, parce qu'il y a aussi plein d'autres exemples, mais dans la frange littéraire, dans la population littéraire, je pense qu'avec Albert Camus, c'est celui qui a le mieux compris la place que devrait avoir l'homme dans l'espace qu'il occupe. Voilà. Et ça, pour moi, D'accord. ça relève du génie parce qu'il a, voilà, et l'un et l'autre, mais peut-être encore plus Victor Hugo qu'Albert Camus, a une humanité, un humanisme en lui qui sont, pour moi, absolument exemplaires. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il avait une passion, mais une passion pour les enfants. Et que non pas avec cet œil un peu goguenard ou un peu vicelard qu'on pourrait retrouver dans ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler la pédophilie, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Il était d'un respect pour les enfants immodéré. D'abord pour les siens, parce que D'accord. la Je mort, connaissais pas du tout cette parce que facette de lui. Oui. la mort de sa fille, une partie de lui est partie avec Léopoldine, donc Mhm. donc il avait une passion pour ses propres enfants et notamment Léopoldine. Mais il a été un avocat, mais un insatiable avocat pour que les enfants aient accès à l'école, pour que les enfants ne travaillent plus. Et il a été le premier protecteur des enfants. Public, D'accord. j'entends. Bon. D'accord. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, par laquelle j'aurais peut-être dû ou pu commencer, c'est que c'est difficile, parce on a un tel génie littéraire en France que c'est difficile de dire celui-là est plus génial que l'autre, ou l'autre est encore plus Mm. génial que le troisième. Parce que vous mettez à la même table Chateaubriand, Balzac, Stendhal, Montesquieu, Victor Hugo, Albert Camus. Je veux dire, déjà là, vous en avez pour 12 ans. Hein. Donc, C'est ça. donc on a une telle profusion de génie littéraire en France que ce serait un peu réducteur et sans doute un peu idiot de dire lui, il est plus génial que l'autre. Quoi. Mais vous sortez pas indemne des Misérables. Mm. Le dernier jour d'un condamné, toute personne, par exemple, qui est pour la peine capitale, ne peut pas, à minima, y réfléchir quand il a lu. Donc, j'aime pas le terme de guide ou de gourou parce qu'encore une fois, je trouve ça très méprisant pour les gens à qui on dit tu as besoin d'un gourou, sinon tu peux pas réfléchir tout seul. Quoi. Moi, je considère que tout le monde est Mm. intelligent et qu'il n'y a pas de, il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents, plus ou moins cultivés. Mais enfin, de réfléchir, c'est Einstein qui disait ça. Il n'y a pas de génie. Hein. Le génie, c'est 10% de talent, 90% de travail. Donc, Mhm. je souscris, mais alors à 200% à ça. Donc, voilà, il y a des poèmes de Victor Hugo qui sont, il avait il y a un poème dans le recueil qui s'appelle de mémoire, j'ai un trou de mémoire. Enfin, le poème, c'est à ceux qu'on foule aux pieds. Voilà. Je Mhm. recommande à qui que ce soit de taper dans Google à ceux qu'on foule aux pieds Victor Hugo. Mhm. Euh, c'est un poème qui aurait pu être écrit ce matin. D'accord. Et Bah, je le mettrai dans les références du podcast. il date de mémoire de 1872. D'accord. Voilà. Donc il a 150 ans. Écoutez, Et, j'irai le lire parce que je suis la première à être passée à côté de celui-là. et vous pouvez vous pourriez vous être réveillé ce matin Mhm. et que quelqu'un de votre entourage qui aurait une sorte de génie littéraire vous aurait dit tiens j'ai écrit une poésie, je te la lis, je te la fais lire et tu me dis ce que tu en penses, Mhm. et il aurait pu écrire ça ce matin. Et pour autant on est il y a 150. Donc il avait, voilà, c'est quelqu'un pour moi qui est Intemporel. extrêmement visionnaire, euh, plus visionnaire qu'intemporel. Mhm. Il mesurait bien les dissensions dans les corps sociaux, il mesurait bien les iniquités. J'aime pas le terme d'égalité et d'inégalité, donc je préfère iniquité. Il avait parfaitement mesuré l'absolue nécessité de l'école, Mhm. notamment pour réduire ces Mhm. iniquités. Et donc, euh, pour justement réduire ces fractures entre les différents groupes sociaux, il avait compris, bien avant tout le monde, que l'école était le vecteur idéal. Et donc, il s'est vraiment battu
pour l'instruction des enfants. D'accord. Donc il a été un parlementaire extrêmement véhément. C'est un immense démocrate avant l'heure. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Victor Hugo. Et puis il a quand même été en exil quelques années à Guernsey. Guernsey qui est quand même une île qui est un paradis sur terre. Bon, donc vous aimeriez rencontrer Victor Hugo à Guernesey. Voilà, chez lui, ouais. Parce qu'il avait, en plus, chez lui à Guernsey, il avait un. Si vos auditeurs ou vous-même vous avez l'occasion de la Guernsey, allez-y, parce que il avait dans la maison qu'il avait à Guernsey, qu'il avait acheté dans le cadre de son exil, qui a quand même duré près de 20 ans. Il avait comme un espèce de jardin d'hiver surélevé, qui était son cabinet d'écriture et dans lequel il était face à la mer. On retrouve la mer. Oui, mais la mer, c'est comme la montagne d'ailleurs, sont des lieux de réflexion, voire même de méditation ou en tout cas de contemplation, pour pas faire de mauvais jeu de mots et de faire de pont avec Victor Hugo. Ce sont des endroits contemplatifs, mais on peut y rester 22 ans. Ça, j'adore. On peut regarder la mer pendant 20 ans ou la montagne pendant 20 ans, on s'en ira pas une seconde, jamais. Donc c'était très inspirant pour lui D'accord. Ben écoutez, merci en tout cas Emmanuel Bachellery. Je mettrai dans les commentaires, dans le petit descriptif du podcast, vos réseaux sociaux, le poème que vous avez cité pour que tout le monde puisse aller s'y référer s'il en a envie. Merci encore. Au revoir.